Salut, je m'appelle Yann Langlais-Plante. Ce n'est pas d'hier que le Québec apprécie l'effervescence du vin mousseux. Au début des années 20, la Commission des liqueurs offrait déjà une trentaine de champagnes, dont la Veuve Clicquot, Mumm, Moët et Chandon et Pommery. Le prix à l'époque, environ 4 $ la bouteille. Même si les temps ont changé, les occasions de sortir un verre de bulle sont toujours au rendez-vous. Pour un anniversaire, une naissance, une victoire, un mariage ou simplement en apéro un vendredi soir, tout est prétexte à faire sauter le bouchon. On les propose même à table pour créer des accords mets et vins pas banals. Sans contredit donc, le Québec, c'est un marché où la bulle est appréciée. C'est encore plus vrai aujourd'hui alors qu'on enregistre depuis quelques années une augmentation de la popularité des vins effervescents. Pour répondre à cette tendance de fond, la SAQ a grandement diversifié son offre avec différents types de vins mousseux, de partout dans le monde et dans différentes gammes de prix. Mais toutes les bulles ne sont pas pareilles. Vous connaissez les nuances entre le champagne, le cava, le crément ou le prosecco? Nous avons demandé à 2 experts de nous parler de la place des bulles au Québec. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 13, Les bulles sont pop. Je suis en compagnie de Simon Bourbeau, responsable de la catégorie célébration à la SAQ, et de Guénaël Rével, qu'on appelle aussi Monsieur Bulle. Alors, merci d'être là avec nous tous les deux. Bonjour. Bonjour Yann. Guénaël, je comprends que toi, tu es comme un peu Obélix dans la potion magique. Tu es tombé directement dans les bulles très, très tôt. Là. Tôt, mais pas tant que ça, moi. Okay. C'est venu de mon parcours universitaire. Parce qu'à la base, j'ai fait des études d'histoire de l'art, et j'étais en fait au départ artiste-peintre. Et je suis venu à la sommellerie parce que, par hasard, j'ai fait l'université de Bordeaux, le DUAD. Mais c'était pour la passion du vin. Et c'est parce qu'à la base, j'ai une maîtrise en histoire que je me suis intéressé au champagne. D'abord parce que je l'aimais, c'est sûr. Mais c'est surtout parce que le terroir de Champagne est profondément lié à l'histoire de France. Donc en fait, je suis venu aux bulles grâce à ma passion pour l'histoire. Simon, de ton côté, c'est ton 2e passage à Sous le bouchon. Rappelle-nous ce que tu fais à la SAQ. Oui, en fait, Yann, je m'occupe de toutes les catégories spiritueux et univers de célébration, ainsi que tous les produits du Québec. Donc, ça fait 3 ans que j'étais à la SAQ. Et puis, j'ai eu la chance d'être initié rapidement aux bulles suite à mon arrivée à la SAQ. Pas moins de 3 semaines après mon arrivée, j'ai eu la chance d'aller en Champagne. Donc, j'ai baigné dedans dès le début. Et puis, depuis ce voyage, je te dirais que j'ai une affection particulière pour la bulle. Guénaël, tu es un expert de la bulle. Tu pourrais faire le tous pour un sur les bulles si l'émission existait encore. Tu es un expert ici, mais aussi à l'international. Tu es un passionné d'histoire, tu nous l'as dit. D'où viennent les bulles? On sait que le vin existe depuis très, très, très longtemps, mais comment les bulles ont vu le jour? En fait, les premières bulles, ça remonte à très loin, ça remonte aux Égyptiens. La première mention de quelque chose, d'un vin, sans doute pas de raisin, on pense plus que c'était un vin de figue, remonte à un papyrus qu'on a retrouvé, d'une commande d'un vin local par, on va dire, un seigneur local. C'était même pas au niveau des pharaons, hein, même si c'est l'Égypte copte, donc 2e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est simplement un document qui dit qu'un vin est en train de faire des bulles. Okay. Donc en fait, c'est une fermentation, sauf qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Donc ça, c'est vraiment le premier document. Après, il faut faire un bond de, on va dire, pratiquement 16 siècles dans le temps. Et on en vient à Limoux, 1544, où là, c'est un document du seigneur d'Arques, d'où justement les premières bulles de la cave coopérative Sieur d'Arques. En fait, c'est le Sieur d'Arques qui demande également une commande. Et en fait, c'est parce qu'il demande des flacons, qu'on suppose que le vin était effervescent, parce que sinon, le vin n'était jamais vendu en bouteille. À ce moment-là, l'embouteillage du vin, en règle générale, ça va vraiment arriver fin 17e, même 18e siècle. Et alors, l'OIV a donné la paternité des bulles en bouteille à Limoux, mais on sait très bien aujourd'hui, il y a d'autres documents dans le monde, et pour les avoir lus ailleurs dans le monde, il est mention de bulles dans un contenant ailleurs qu'à Limoux et avant Limoux. Mais c'est vrai que les Limouxins n'aiment pas qu'on le dise. Je devine que c'est complexe, mais en quelques mots, peux-tu nous expliquer c'est quoi la différence entre un champagne, un prosecco, un crément, un cava? On a toutes ces options au Québec sur nos tablettes ou disponibles en ligne. Ouais. Et plus. Et plus même. Puis on voit bien qu'il y a une différence de prix, mais au-delà du prix, là, c'est quoi? Une bulle, c'est une bulle là, pour moi? Là? Non.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une parfaite maîtrise de la méthode Charma ou Martinotti, du nom des deux professeurs qui l'ont développé. L'un est français et l'autre est italien, c'est le Prosecco. Donc ça, c'est une seconde fermentation, mais dans une cuve. Après, la méthode traditionnelle, c'est-à-dire celle qu'on emploie en Champagne, mais également en Catalogne pour le Cava, Franciacorta en Lombardie, et tous les créments, les 8 en France et le crément du Luxembourg. C'est également méthode traditionnelle. Donc là, c'est une seconde fermentation en bouteille. C'est-à-dire la seconde fermentation, elle a lieu avec le vin initial dans lequel on va remettre des levures. Et c'est les levures qui, en mourant, dégagent du gaz carbonique et de l'alcool. Simon, presque toutes ces bulles sont disponibles au Québec. Elles occupent d'ailleurs plus en plus de place qu'avant. Il me semble qu'on en voit plus, on entend plus parler qu'avant. Oui, tout à fait, Yann. En fait, notre offre de bulles est plus dynamique que jamais. Puis la tendance est là aussi. Si on regarde là, simplement au niveau des ventes, dans les 5 dernières années, c'est 30 % de croissance dans tout l'univers, le bulle et champagne. À la SAQ, là, les catégories sont différenciées, en fait, champagne et bulle. Mais c'est 28 % sur 5 ans. On est rendu, là, grosso modo, à plus ou moins 700 produits disponibles de toutes bulles confondues. Évidemment, ils ne sont pas tous là en même temps. Des fois, on a des produits d'édition limitée ou certains millésimes, par exemple, qui arrivent. Donc, l'offre l'approvisionnement par lot. Là, exactement, exact, des produits de spécialité. Donc, comment l'assortiment est divisé? C'est à peu près 350 champagnes et 350 autres bulles. On parle ici de 230 millions de ventes annuelles. Puis, je mentionnais là, le 28 % de croissance sur 5 ans. Ça s'est traduit par une tendance vraiment qui a été très changeante, notamment avec le COVID. Si on regarde simplement là, la première année du COVID, 2020, tous les bulles, ça a été moins 4,4 % de croissance. On ne fêtait pas beaucoup. Là. Exactement. Mais l'année suivante, ça a repris en force. Et puis, par exemple, on a eu 24 % de croissance l'année suivante. C'est quoi, tu penses, qui explique ça? Tu sais, la première année, bon, la pandémie commençait, ça a chuté, je peux comprendre, mais après, il y a une espèce de... La progression est quand même fulgurante. Là. Comment t'expliques ça, toi? Bien, je crois que les gens, en fait, après quelques mois en confinement, exactement, ils ont commencé à continuer de vivre comme auparavant, mais plus à la maison. Donc, ayant un budget aussi discrétionnaire plus élevé, plus de voyages, plus de restaurants. Donc, les gens ont dit, hey, tant qu'à rester à la maison, je vais me gâter. Donc, on a vu aussi une montée en gamme des bulles. Certaines personnes qui consommaient, par exemple, du mousseux, on montait en gamme vers le champagne, en ayant plus de budget discrétionnaire, parce que, par exemple, quand on va au restaurant, pour le prix d'un cava au restaurant, bien, tu peux te payer un champagne à la maison. Donc, on a remarqué vraiment une montée en gamme au niveau de la bulle, et puis aussi au niveau de tout ce qui est tendance d'utilisation de la bulle. On remarque les cocktails. Le Spritz, Yann, c'est un des cocktails dans le top 10 des cocktails au niveau mondial. Ouais. Donc, clairement, on sait, un Spritz, ça demande l'utilisation d'une bulle. Oui, puis c'est une tendance qu'on a vue chez nous aussi, là. Oui, exactement. Donc, les ventes de Prosecco, ça a été en super grosse croissance. Ouais. Et puis, sinon, il y a d'autres tendances. Les bulles rosées. Sur 5 ans, là, c'est 70 % de croissance sur les bulles rosées. On a notamment vu aussi au niveau des Prosecco, l'appellation Prosecco DOC ont autorisé pour la première fois, il y a un petit peu plus que près de 2 ans, en fait, la bulle rosée sous l'appellation Prosecco DOC. C'est quoi ça, DOC? C'est dénomination d'origine contrôlée. OK, parfait. Donc, c'est vraiment l'appellation Prosecco qui a autorisé les rosés. Les Petnat en super croissance, là, surtout avec la mode aussi des vins nature, ça vient un peu se cadrer là-dedans. C'est une bulle qui est recherchée, puis qui aussi permet de recruter des acheteurs dans la catégorie des mousseux. Donc, surtout, ça parle beaucoup aux milléniaux qui recherchent cette bulle-là. C'est une bulle fine qui est très décomplexée à consommer entre amis. Donc, ça amène beaucoup de gens dans la catégorie des bulles. Et puis, au niveau aussi du marché des mousseux québécois. Guénaël, ce phénomène-là d'augmentation, de popularité des bulles, est-ce que c'est juste au Québec ou on le voit vraiment partout? Toi qui voyages beaucoup, là. On l'a vu, même on l'explique. Le boom s'est fait à partir des années 90. On a vraiment vu une production de vins effervescents augmenter. Alors pas sur les grandes appellations qu'on connaît comme la Champagne ou bien le Cava, parce qu'elles avaient déjà des productions très établies. En gros, la Champagne a toujours tourné autour de 300 millions de bouteilles de vente, je veux dire annuelle, et puis le Cava de 250. On l'explique, à partir de 89, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Le mur de Berlin chute, et en fait, l'Europe de l'Est, elle s'ouvre, et elle s'ouvre pas seulement, on va dire, à la démocratie, elle s'ouvre aussi à des façons de consommer, et elle veut faire comme l'Ouest. Il va falloir répondre à ça. Et comme la Champagne est limitée dans sa production et ses ventes, et que les autres appellations également, qui est-ce qui va répondre à cette demande à l'Ouest, et c'est quand même 200 millions. Oui. Entre les Russes, les Polonais, toute l'Europe de l'Est, la Bulgarie, je ne vais pas tous les citer, il va falloir répondre à ça.
Et les Italiens, et notamment la Vénétie, va y répondre. Il suffit simplement de regarder les chiffres. Quand vous regardez les chiffres de production du Prosecco en 1990, ils ne sont même pas à 100 millions de bouteilles. En 30 ans, ils vont plus que quintupler. Ils vont répondre tout de suite. C'est des bulles. Parce que pourquoi les gens veulent faire la fête, comme on va dire à l'Ouest. Mais ça coûte cher de faire la fête au champagne, donc on va le faire avec des bulles plus accessibles. Les Allemands vont un peu répondre avec leurs Sekt et donc leurs bulles à eux. Voilà. Alors ça, donc ça s'explique aujourd'hui quand on regarde, on va dire, la géopolitique mondiale. Ouais, puis il y a une valeur de symbole, tu sais, le champagne. Tout à fait. Il y a une valeur presque Mais occidentale. c'est ce que tu disais tout à l'heure. La ouais. Covid, c'est même un épiphénomène, mais Ouais. tout petit phénomène. On a voulu faire la fête parce qu'on ne l'avait pas fait pendant 2 ans. On était enfermés. Au bout d'un moment, on se dit, mince, j'ai fait un petit peu d'économie, j'ai pas dépensé, je suis pas allé au restaurant. Bah, au lieu d'acheter un cava à 25 piastres, je vais plutôt acheter une bouteille de champagne à 50. Donc là, 89, 90, ça s'explique. Par contre, ce qu'on n'avait pas vu arriver, aujourd'hui on l'explique, on l'a pas vu arriver, c'est la Chine. Sauf que la Chine, c'est seulement aujourd'hui, on pense, autour de 300 millions de consommateurs de vin, ce qui nous apparaît énorme en Occident, mais chez eux, c'est rien, puisqu'ils sont 1,4 milliard. J'ai envie de dire, même la Chine, va falloir se méfier d'elle, de regarder, parce que le jour où les Chinois seront vraiment des consommateurs de vin, ce qu'ils ne sont pas encore, ça va faire mal à l'Occident, parce que je ne sais pas comment on va pouvoir répondre à leur demande de vin. La rareté est donc le principal facteur qui explique le prix élevé des champagnes sur le marché mondial. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui en veulent. Il y a à peu près le même nombre de bouteilles La rareté, l'exclusivité, les champenois ont toujours été les meilleurs pour créer, on va dire, des cuvées confidentielles. Alors c'est du flaconnage, hein, parce que le jus va être le même à l'intérieur, mais on va habiller la bouteille d'une certaine silhouette, on va mettre un bouchon particulier. Les champenois sont les rois pour ça, ils savent vendre. Mais le Prosecco, les producteurs de Prosecco vont faire la même chose. Cava, on commence à le voir. Les Allemands sont plus discrets avec ça, c'est l'aspect germanique, on est un peu plus sobre. Réservé. C'est pour ça que les Sekt sont consommés localement en Allemagne, mais on en voit très peu à l'export. Okay. Puis Yann, aussi, pour revenir à la Champagne aussi, ils ont réussi finalement à en faire un produit de luxe. Donc, c'est aussi ce qui explique le prix. Puis, outre l'offre et la demande, il y a aussi tout ce qui est dans les dernières années là, avec l'inflation, le prix des matières premières. Écoute, c'est pas compliqué. En Champagne, récemment, il y a eu une pénurie de coiffe. Donc, ça a monté le prix aussi des matières premières. Donc, il y a ça aussi qui vient en jeu, mais clairement aussi la demande mondiale qui a augmenté versus l'offre vient expliquer ça, entre autres. La coiffe, c'est quoi exactement? La coiffe, c'est ce qui englobe le muselet et la plaque sur un champagne. Et d'ailleurs, c'est parce que j'en reviens, donc je peux vous en parler. Oui. Justement parce qu'il y a pénurie de coiffe, beaucoup de nouvelles cuvées qui vont sortir en 2023-2024 seront sans coiffe, c'est-à-dire comme autrefois. Parce que là encore, les champenois savent très vite rebondir quand ils sont un petit peu désarmés. Et donc, vous allez voir des bouchons revenir plus comme autrefois avec une agrafe, ou alors avec un muselet et une plaque originale, sans coiffe. Et ils vont savoir vous le vendre, nous le vendre, on va dire, comme jamais. Puis Anne, tu sais, à la SAQ, un de nos piliers, responsabilité sociétale. Ouais. En retirant cet aspect de suremballage, ça vient donc cadrer de façon indirecte avec notre vision là, de responsabilité sociale. C'est écologique. C'est écologique. Si ce qui est dans la bouteille est très effervescent, on voit que le marché l'est aussi. Comment la SAQ tire-t-elle son épingle du jeu là-dedans? Oui, on a une bonne réputation, on est branché avec les producteurs à l'international, mais la compétition est forte, là. Simon, là-dessus. Oui, en fait, c'est notre travail au quotidien, surtout des appellations comme la Champagne. Notre travail, c'est vraiment de sécuriser des allocations. Donc, par allocation, on veut dire les quantités disponibles pour notre marché. Mais reste que le Québec est quand même un marché prisé de plusieurs maisons. On a des relations aussi historiques. Là. Il y en a que ça fait plus de 100 ans qu'on fait affaire avec eux. Oui, on l'a vu au centième de la SAQ. Il y a même des bouteilles qui ont été à l'effigie de notre centième, tout ça. Oui, exactement. Donc, notre travail, c'est de sécuriser les allocations. Donc, on a souvent des discussions avec les agents et directement avec les fournisseurs pour voir un peu leur production, qu'est-ce qu'ils ont disponible pour nos marchés et d'essayer d'aller en chercher de plus en plus parce que la tendance est là. Donc, nous, on va aller en chercher plus. On dynamise l'offre là, avec plusieurs arrivages de façon hebdomadaire. À toutes les semaines, on a des nouvelles bulles. On fait du démarchage. Là. Je suis allé en Alsace il y a quelques temps. On est allé chercher des créments. Donc, on essaie vraiment de dynamiser la bulle. Puis, on couvre aussi tous les segments de prix. Donc, que ce soit des bulles à 12 $ jusqu'à des champagnes très haut de gamme, on essaie d'avoir une bulle qui correspond à tous les besoins de notre clientèle. Et puis, depuis plus récemment également, c'est un petit peu plus difficile au niveau économique. Donc, on voit, sans dire un essoufflement des bulles haut de gamme comme la Champagne, c'est encore très tendance, mais on voit les bulles plus entrée de gamme reprennent de la vigueur. Les gens, probablement,
le budget discrétionnaire, quand, par exemple, ton hypothèque te coûte 400-500 $ de plus par mois, bien, peut-être que certaines personnes vont opter pour une bulle un peu moins chère. Donc, on a cette sensibilité-là aussi. Par exemple, à l'arrivée des fêtes qui s'en vient, on a augmenté nos achats de champagne entrée de gamme entre des prix de 40-50 $. Donc, les amateurs de champagne qui vont vouloir se gâter avec un champagne pourront trouver chaussures à leur pied. Pas y laisser leur chemise nécessairement, puis être capable d'avoir une bonne bulle à un bon prix, un bon rapport qualité-prix. Puis quand on est en conversation aussi avec ces fournisseurs-là pour avoir plus de quantité, reste que le marché québécois est super important. Je reviens encore à la Champagne. Le Canada, c'est le marché numéro 10 en termes d'exportation dans le monde au niveau de la Champagne. Puis le Québec représente 50 % de ce volume-là. Donc, si on prend le Québec, on l'isole, ça reste un marché super important pour l'exportation de champagne. Oui, tout à fait. Si on va plus maintenant sur qui boit ces bulles-là, il ressemble à quoi l'amateur de bulles québécois? Mais, comme disait Simon, ce qui est intéressant, c'est que les bulles, pourquoi il y a un succès, il y a un engouement et un succès du vin effervescent en général dans le monde, c'est parce que c'est peut-être la catégorie de vin la plus diversifiée. Au niveau tarifaire, ça va en gros ici, 10 $ jusqu'à évidemment 500, mais c'est surtout, vous l'avez en blanc, en rosé, en rouge, en sucrosité, même chose. On va de 0 jusqu'à 50 grammes de sucre. Bon, aujourd'hui, il y a un petit engouement sur les 0 à 12 grammes, 0,5 grammes, mais ça, c'est une mode. Mais donc, il y en a pour tous les goûts. Et moi, c'est ce que j'aime dans les vins effervescents. Et aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est que par appellation, il y a également autant de diversité. La Champagne, elle a une diversité, elle propose toute variété de vins, elle propose son terroir. Et d'ailleurs, elle est en train de changer sa communication. Parce que pendant longtemps, la Champagne a vendu du vin festif, donc un côté frivole, un peu superficiel. Mais la Champagne a cette force qu'elle sait aussi proposer son terroir, et on voit des cuvées, des blancs de blanc, des blancs de noir, des cuvées sans sucre, avec sucre. Enfin, il y a une variété. Ça s'ajuste, donc il y a un ajustement qui se fait dans le marché. C'est la force de la Champagne. Elle a toujours su s'ajuster, et même dans les crises. Puis elle évolue aussi en ce sens que le terroir champenois se convertit de plus en plus aussi en biodynamie. Ouais. Donc, on voit aussi la tendance vers les champagnes de vignerons, des champagnes qui proviennent d'un seul vigneron avec ses propres raisins. Alors, on voit que ça dynamise beaucoup la Champagne. Puis Simon, au niveau du profil Inspire, par exemple, du client qui achète de la bulle, ça ressemble à quoi, là? Je te dirais qu'avec le nombre de clients qui achètent de la bulle, puis les différents segments dans les bulles, c'est difficile d'établir un seul profil pour l'ensemble des bulles. Mais je peux te dire que c'est l'acheteur de bulles, c'est 865 000 clients Inspire à la SAQ. OK, quand même. Donc, sur 1,9 à peu près. Oui, exactement. Donc, c'est 45 % là, des clients de la SAQ qui ont acheté une bulle. Quand on y pense, c'est quand même 55 % des clients qui n'ont jamais acheté de bulle. Ouais. Donc, je crois que les gens, là, ils n'osent pas la bulle, en fait. Ça peut paraître des fois too much, arriver chez quelqu'un avec une bulle pour l'apéro, mais il y a une bulle pour toute occasion. En fait, que ce soit le brunch, l'apéro, aller au parc entre amis. Je veux dire, la bulle doit être décomplexée. Il faut l'oser. La bulle pas être intimidée par la bulle. Oui, puis on le voit, le même, tu sais, maintenant, dans un 5 à 7, c'est pas rare qu'on se voit servir un verre de bulle, même si c'est pas une occasion, il n'y a pas un mariage ou il n'y a pas un baptême ou quelque chose. Tu sais, on prend un verre de bulle comme on aurait pris un verre de vin ou un spritz, par exemple. Ça aura toujours l'effet célébration. Tout à fait. C'est le pop, le fameux pop, le bouchon pop qui saute. Ouais. Et donc, c'est tout. C'est l'effet bulle, quoi. Mais on le remarque, ça va maintenant au-delà de la Saint-Valentin, du jour de l'an, du temps des fêtes. On voit une désaisonnalisation de la bulle. Oui, c'est ça, exactement. Donc, si on recule là, il y a quelques années, au mois de décembre, c'était 22 % des ventes totales de bulles se passaient au mois de décembre. Maintenant, on est à 18 %. Ça peut paraître petit, ce 4 % de différence, mais ça démontre un lissage des ventes sur l'année au complet. Donc, les gens, ils en consomment de façon continue durant l'année. Guénaël, avant, on levait notre verre avec du champagne. Là. Tu sais, je sais pas, moi, quand j'ai fini mon bac à l'université, je me rappelle d'un bon verre de bulle avec mes parents, mes amis. Il y a une valeur de symbole là-dedans. Mais maintenant, on le retrouve à table, t'en parlais, même avec des chips. Là. Moi, j'ai des amis qui... Surtout avec des chips, Oui, c'est bon. Toi, t'es un fan de champagne et chips? Oui, moi, ça fait 25 ans que je véhicule ça pour... une entrée en matière, des bulles, parce que les chips, c'est quoi? C'est du sel et du gras. Ouais. Donc, c'est exactement la même chose dans du champagne. Le champagne, le sel, c'est l'acidité. Le gras, c'est la texture.
du vin. Et quand vous prenez un vin effervescent, quel qu'il soit, hein, quelle que soit l'appellation, vous pouvez vous amuser avec des chips, même aromatisés. Alors si vous n'aimez pas trop le sel, aujourd'hui vous achetez des demi-sels, mais c'est une bonne entrée en matière pour faire aimer les bulles. Parce que très souvent, moi, les gens qui me consultent me disent « Ah, mais j'ai jamais aimé les bulles ». Et c'est ça qui, en fait, dérange le consommateur. C'est l'effervescence dans un vin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut y aller avec un petit peu d'effervescence, puis progressivement, on y va avec un 5 atmosphères, c'est-à-dire les méthodes traditionnelles. Mais alors, le Prosecco, pourquoi le Prosecco, on le sait, a du succès? C'est justement parce que les bulles sont très fines, que le vin est un petit peu plus suave en bouche, et donc il se rapproche, on va dire, d'un vin, entre guillemets, tranquille. D'ailleurs, les Prosecco sont faits pour boire rapidement. En plus, il y a un petit peu plus de sucre que dans d'autres champagnes. Donc ça génère le succès aussi du Prosecco. Donc on commence par un vin simple comme ça, puis graduellement, on va chercher des cuvées plus travaillées, de certains terroirs, et il y a une vraie différence, et on le voit, quelle que soit l'appellation. Mais c'est peut-être moi qui ai un préjugé, mais dans ma tête, quand je pense champagne, là, j'imagine du caviar, des œufs. Mais c'est parce que le champagne a toujours été un vin de luxe. Il faut le savoir, dès son histoire, dès le début du XVIIIe siècle, elle a été lancée comme un vin pour les nantis. C'était que il n'y avait que l'aristocratie. Pendant 200 ans, c'est l'aristocratie qui a bu des bulles de champagne, parce qu'elle venait que de là. Et donc, cette image a perduré et elle continue. Puis j'ai envie de dire, les Champenois aussi la véhiculent, cette image. Ils veulent continuer à être la locomotive du luxe au niveau du vin. Et tant mieux notamment pour le marché, par exemple, du Québec, pour on va dire la vigne au Québec, parce qu'aujourd'hui on élabore des bulles au Québec qui sont de plus en plus intéressantes, qui sont très très bonnes. Je pense qu'on est encore en phase d'expérimentation, mais j'ai certains noms en tête. On n'a rien à envier à certains cavas, à certains créments ou à d'autres appellations dans le monde. Mais on élabore des vins effervescents. Je le sais parce que je me fais l'ambassadeur des bulles du Québec, moi, quand je vais à l'étranger. Et autant, il y a 20 ans, j'arrivais avec du vin de glace ou du cidre de glace du Québec. Aujourd'hui, j'arrive avec des bulles. Normal, je suis monsieur Bulle. Et quand je leur montre ça à l'aveugle, que je fais déguster des vins effervescents du Québec, sans leur dire d'où ça vient, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, ça fait un peu crémant, ça fait un peu sec, ça dépend où on est, mais on n'est jamais au Québec. » Mais j'aimerais t'entendre sur, justement, on parlait des chips avec les bulles, mais il y a sûrement d'autres accords aussi. Bah oui. Je sais pas si t'as des suggestions. Là encore, c'est sûr que je vais me faire l'ambassadeur des bulles, mais c'est le seul vin au monde qui se marie avec tous les mets. Depuis le sucré salé, l'aigre doux, on a toujours une cuvée. À cause de quoi? À cause des catégories de dosage. Donc le sucre permet des accords de 0 g, on va dire de 2 grammes jusqu'à 50 grammes. Vous allez chercher tout. La couleur va tout chercher. La variété des cépages va être également un vecteur pour s'associer avec tel ou tel autre aliment. Donc tout. Donc là, je ne vais pas énumérer. Les classiques, c'est évidemment les fruits de mer, le poisson. Avec les mets iodés, c'est facile. Avec le dessert, curieusement, moins. Mais là aussi, c'est dans l'histoire, on sait pourquoi on a véhiculé le champagne avec le dessert. Là, par contre, c'est un peu une erreur. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais c'est quand même très bien répertorié. Et comme il fallait vendre 2 produits à la fois, c'est vendu en même temps. Mais c'est une erreur. Est-ce qu'on consommerait un vin blanc sec, tranquille, comme un Chablis, parce qu'on est dans les mêmes cépages, tant qu'à faire, avec du chocolat noir? Non. Vous me direz, non, c'est une absurdité, je ne vais pas t'ouvrir un Chablis avec du chocolat noir. Alors pourquoi pensez-vous que ça marche avec du champagne? Non. C'est une très bonne question. Ça ne marche pas, mais ça a été véhiculé, et tant mieux pour les Champenois, ça a été véhiculé par les promoteurs, par les agences de vin elles-mêmes. Justement, dans l'image du luxe, là, on a du chocolat noir qui... Ça va très bien avec les demi-secs, les doux, tout ça, oui, parce qu'il y a du sucre. Et le sucre, donc, vient, on va dire, contrer l'amertume du chocolat. Alors aujourd'hui, il y a des subtilités. Là, je généralise, mais on peut après trouver des crus de cacao ou bien des chocolats au lait praliné, là ça va bien aller avec certaines cuvées. Mais en règle générale, moi quand je lisais ça dans mes études, chocolat et champagne, j'ai dit mais c'est absurde. Parce que dans ce cas-là, autant le boire avec du Sancerre, du Chablis et d'autres vins blancs. Tout à fait. Je vais vous entendre tous les deux. Simon, tu l'as effleuré tantôt. On entend que les vendanges 2022 sont assez exceptionnelles en Champagne, peut-être même les meilleures depuis 15 ans. Ça veut dire quoi pour les prochaines bouteilles qui vont arriver chez nous? En fait, ces vendanges-là, Yann, ça signifie, entre autres, qu'il va fort probablement, en fait, c'est sûr, il va y avoir un millésime 2022. Donc, certaines maisons ne sortent pas toujours le millésime
en même temps. Donc, d'ici quelques années, en fait, on va voir des millésimes 2022 entrer sur le marché puisque c'est un millésime exceptionnel au niveau de la qualité et du rendement. Oui, c'était une grande année. C'est-à-dire qu'il y a eu de la qualité, il y a eu du volume. Donc, tant mieux, parce que l'année qui a précédé, ça a été complètement l'inverse. Tant mieux pour eux. Et puis, on verra. Donc, certains, pour le volume, ça va faire des beaux vins de réserve. Puis, c'est vrai que je m'attends à du millésime. Arriver à du millésime 2022. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les prix vont être gonflés. Faut arrêter de penser ça aussi. Parce que sinon, les millésimes seraient à chaque fois très très chers. Ouais, tout à fait. Or, quand on regarde le marché, ça ne bouge pas trop. Mais on verra ça. 2022, je pense que ce sera sur le marché vers 2028, 2030 pour les tout premiers. Au Québec, les bulles, c'est une avenue qui semble prometteuse pour les producteurs d'ici. Est-ce qu'on risque d'en voir de plus en plus? Est-ce que la production va augmenter? Simon, Guénaël, ce que vous voyez Moi, sur le terrain? j'espère qu'elle va augmenter. Mais pour augmenter, il faut augmenter la surface plantée. C'est le problème au Québec. Aujourd'hui, on n'a même pas 1500 hectares de plantés. Mais oui, l'avenir... moi, j'ai toujours dit, il y a 22 ans, on m'avait interviewé là-dessus par rapport au vin effervescent. J'avais dit, s'il y a un avenir viticole au Québec, elle passe à travers les bulles. Les bulles, c'est de l'acidité. Il faut de l'acidité. Nous, on n'en manque pas. Pendant longtemps, d'ailleurs, on a essayé de la faire baisser, cette acidité, pour faire des bons vins blancs et rouges, tranquilles. Mais en matière de bulles, je pense que le Québec a une carte à jouer. Aujourd'hui, on n'a rien à envier. Et je pense même qu'il va falloir vendre notre originalité. Toi, Simon, tu vois quoi? On l'espère aussi. Oui, c'est clair. On espère d'avoir des quantités. On le voit aussi, les Québécois ont soif de bulles d'ici. Les ventes ont doublé dans les bulles du Québec dans la dernière année. Donc, avec de plus en plus de quantités dans les prochaines années. Puis aussi, un niveau d'éducation, il suffit d'y goûter, puis on y revient. Alors, c'est d'amener les gens aussi à donner une chance à la bulle du Québec. Puis, ils ne seront pas déçus, en fait. Tout à fait. C'est une tendance qui semble là pour rester. J'ai l'impression qu'on va avoir l'occasion de s'en reparler tous les trois, Simon, Guénaël. Donc, il faut oser la bulle, il ne faut pas se laisser intimider par elle, puis que ce soit en apéro, en brunch, au parc, entre copains. Toutes les occasions sont bonnes pour prendre une bulle. Guénaël, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Simon, c'est un plaisir de te recevoir de nouveau. À la prochaine. Merci. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à tous. Tout à fait, à vous aussi. Joyeuse fête. Et on se dit santé. Santé. Le balado Sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magnéto. Idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des affaires publiques et communications de la SAQ. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Merci à Linda Bouchard et Marie-Claude Nantel pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de Sous le bouchon autour de vous. Je m'appelle Yann Langlais-Plante. Merci de nous avoir écoutés.